L'idée du grand voyage, c'était de relier les deux points nord et sud extrêmes du département des Hauts-de-Seine, donc d'aller de Gennevilliers à Bagneux, sans passer par la ville-centre, donc sans passer par Paris. Toutes les solutions de transport passent par le centre parisien. Et donc nous, on voulait dire aussi, peut-être que le Grand Paris, c'est Paris sans la ville de Paris, c'est Paris moins Paris, c'est-à-dire qu'il faut aussi apprendre à penser ce territoire comme un territoire qui est cohérent par lui-même. Les Hauts-de-Seine, voilà, c'est le département où on passe la Seine. Donc on s'est dit immédiatement, il faut qu'on passe par la Seine. Et en fait, en creusant cette idée-là, on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait des dizaines d'enjeux d'appropriation, en fait, tout simplement. C'est-à-dire que la ville tourne souvent le dos à son fleuve, que les intérêts qui utilisent aujourd'hui le fleuve sont des intérêts très privés et très petits, c'est-à-dire que en gros c'est les intérêts de la construction ou alors avec une forte spéculation foncière parce que ça va être des logements haut de gamme et qu'en fait la plupart des franciliens ou des riverains de la Seine n'y ont que très peu accès. Ce grand voyage a lieu pendant les Journées du patrimoine et l'idée est de dire que tout est patrimoine, tout est paysage. Nous allons à la fois visiter des lieux ordinaires et extraordinaires, des lieux qui sont en état de fonctionnement et d'autres qui sont en état de travaux. C'est peut-être ça qu'il faudrait qu'on visite, qu'on arpente, plutôt qu'uniquement des grands monuments. Par exemple, on va commencer à Gennevilliers, mais Gennevilliers, c'est vraiment un tableau célèbre. C'est le déjeuner sur l'herbe de Manet. C'est la ville du poireau et en même temps, c'est le plus grand port de l'Île-de-France. C'est un des points principaux d'approvisionnement. Si on n'a plus le port de Gennevilliers, la ville fonctionne mal. Ça, c'est un patrimoine. Et c'est un patrimoine qu'on ne voit pas. Surtout, en fait, le patrimoine, c'est ce qu'on reçoit à un moment en commun et qu'on décide ou non de préserver pour le transmettre ensuite. Plus que la question du passé, ça pose la question de l'avenir. Et donc, du coup, c'était important de mettre en commun les mémoires d'un territoire avec des récits qui vont avec, que ce soit des récits de gens qui fabriquent ou qui font des choses sur le territoire, des gens qui l'habitent. Reski Amazouz, qui était ouvrier spécialisé, qui va venir parler sur l'île Seguin de ce que c'était Chrono et ce que c'était que les combats des ouvriers spécialisés dans cette usine, à un endroit où on construit aujourd'hui la scène musicale, qui est une salle de spectacle, mais qui est aussi dotée d'un quartier d'affaires à côté, donc qui pose des questions aussi de à qui ça appartient le patrimoine et comment on fait pour pas écraser nos mémoires sous des enjeux financiers qui sont peut-être les questions de quelques-uns et de reconstruire du récit qui nous appartienne et qu'on puisse transmettre à notre tour. Bonjour, merci d'être venu jusque-là et de vous intéresser surtout à notre passé, un passé ouvrier glorieux parce que vous êtes ici sur un site où il y a eu énormément de conquêtes sociales, des luttes. Moi, je suis arrivé ici en 1971, mais comme intérimaire, sur l'île Seguin où il y avait des chaînes de montage de l'autre côté. Sur une chaîne, on faisait la Renault 6, sur une autre, on faisait la Renault 4. Et on produisait 43 voitures de l'heure. Chez Renault, dans le groupe Renault, c'est quand même 30 000 personnes qu'ils ont mis dehors. On a travaillé 20 ans, 25 ans, voire plus. On a répété le même geste à la chaîne. Quand on montait la suspension de la Renault 4, on passait en dessous de la Renault 4 jusqu'à sa retraite. Donc, en 92, à la fermeture, on connaissait rien d'autre que de recommencer les mêmes gestes. Donc, on était irreclassable. On s'est dit, avec un groupe de copains, pourquoi ne pas créer une association d'anciens travailleurs de Renault-Billancourt et le Seguin pour préserver néanmoins tous les combats qu'on a menés, raconter ça aux jeunes, aller dans les lycées, aller dans les associations, aller à partout les endroits où nous sommes invités
raconter les parcours. Renaud Billancourt, qu'est-ce que c'était? Les écoles de plein air, c'est un mouvement qui est né en Allemagne. C'était une volonté d'hommes politiques et de médecins hygiénistes de récupérer des enfants qui vivaient dans des conditions atroces en termes d'hygiène, de les amener en forêt pour qu'ils puissent faire classe dehors, dans des grands chalets en bois, sans porte, sans fenêtre. C'était les premières victimes du méga Covid de l'époque, c'est la tuberculose. On chasse les miasmes et on va donner à ces enfants une double ration d'air et de lumière, une double ration de nourriture et une double ration de savoir et de culture. On voit ces fameux pavillons classe de plein air. Ces pavillons, ils sont pratiquement cubiques. Ils obéissent à la loi architecturale du lieu où tout doit s'ouvrir. Septembre 1935. Inauguration de l'école. 220 gamins, uniquement de Suresnes. Là, je montre une grande carte postale et on voit une leçon de gymnastique, type gymnastique suédoise. Les enfants sont sur des tapis, ils sont à moitié nus. Il faut que le corps soit au maximum ensoleillé. Là, c'est vraiment l'esprit hygiéniste, l'esprit avant la Seconde Guerre mondiale. Et si on compte les élèves, ils sont 20-25 élèves, pas plus. Et la deuxième révolution, c'est que quand on regarde ces enfants, on s'aperçoit qu'il y a des petites demoiselles et des petits garçons. C'est-à-dire que c'est mixte dès l'ouverture. Et ensuite, on trace à Bagneux, et le parcours à Bagneux, donc lui, il part de Châtillon. À Châtillon, il y a une église qui s'appelle, je crois, Notre-Dame du Calvaire, et en fait, qui est assez intéressante parce que elle a été construite dans les années 30, au moment où c'était considéré comme la zone, donc c'est un espace au-delà des fortifications de Paris où vivaient les gens de peu, en fait. Et dans les années 20-30, les catholiques se sont dit, mais en fait, c'est presque une terre de mission, il faut absolument qu'on mette des églises là-bas. Donc il y a des œuvres catholiques qui ont construit une 50aine d'églises en 10 ans en Île-de-France. Bon, alors au-delà du projet religieux, ce qui est intéressant, c'est qu'architecturalement, à Châtillon, il y avait du monde parce que c'était des gens qui extrayaient la pierre pour partir construire Paris derrière. Et cette église, elle est faite en briques, donc ce qui montre bien qu'en fait, on a une ville-centre qui est considérée comme la consommatrice, et puis les territoires servants alentours où eux, il y a plus, en fait, on va fabriquer des briques de manière industrielle pour construire une église pour ces gens-là. Donc on part de là, et ensuite on dessine l'histoire des sous-sols, puisqu'on va à Bagneux visiter la colline des Mathurins où va être construite le lycée, où il y a aussi un passé de carrière, il y a des sous-sols qui sont forés en fait par l'extraction, etc. avec l'intervention d'un paysagiste qui s'appelle Roberto Dell'Orco et qui a travaillé sur ce lieu et les enjeux de ce sous-sol. Les sols d'une ville sont déjà un patrimoine parce qu'ils contiennent une histoire, mais c'est une histoire cachée qu'on ne connaît pas davantage, on oublie facilement. Avant les années 60, la colline était utilisée comme gisement de gypse. Mais là où il y a des carrés de gypse, il devient presque dangereux de construire. Et pour mettre en sécurité des carrés de gypse, il faut injecter du béton léger au-dessus de la colline des Mathurins, dans le quartier actuel, dans le quartier qui est en train d'être construit. Il y a à peu près 300 000 mètres cubes de béton qui correspondent à un tour Montparnasse. Mais c'est peut-être possible de gérer le risque des fontis, avoir des zones qui sont importantes au niveau paysagiste, des zones qui sont différentes fraîcheurs, différents types de lumière et donc différents types de végétation. Est-ce que c'est possible d'utiliser
le risque présent dans le paysage pour travailler avec, plutôt qu'empêcher avec des techniques très onéreuses et très coûteux au niveau environnemental. En fait, le béton qui est présent maintenant, il est construit avec un sable qui probablement vient de l'Inde. Ce sont des coûts qui sont plus acceptables, je crois. Quand on entend patrimoine, on entend père. Mais en fait, qui dit père dit fils, enfin dit enfant. On ne peut pas se poser la question de la ville de demain, de ce qu'on veut pour le 21e siècle, sans poser la question à ceux qui vont l'habiter. Puisque ça met 20 ans à ce qu'un quartier sorte de terre, à ce qu'un équipement pédagogique, culturel, sportif, peu importe, soit construit. Donc si on ne consulte pas aujourd'hui, si on ne donne pas la parole aujourd'hui à la jeunesse, si on ne lui donne pas la possibilité de réfléchir, et les outils pour réfléchir à ce qu'elle veut pour demain, eh ben, on a toutes les chances de se planter. Donc c'est pour ça que c'est très important de mettre la jeunesse au centre, parce que le patrimoine, c'est elle qui le reçoit, et qu'au-delà de ça, c'est elle qui va aussi décider ce qu'elle préserve et ce qu'elle garde. Donc c'était hyper important pour nous de mettre ça au centre de la programmation et de la réflexion.